Oui, on s'amuse comme on peut, hein. Depuis 1977 et l'avènement des films de conquête spatiale avec Star Wars Un Nouvel Espoir, montrer à l'écran des vaisseaux spatiaux, des étoiles et des piou-piou, c'est devenu tendance. On peut même parler d'un sous-genre de la science-fiction qui fait son entrée dans la cour des grands, le space opéra. Mais à toute chose connue et reconnue par le public, il lui faut sa parodie. Alors oui, j'aurais pu vous parler très sérieusement du genre du space opéra, de la conquête spatiale, de ce rôle de héros qui doit sauver sa planète alors qu'elle est sur le point d'exploser à cause d'un grand méchant au rire diabolique, moi. Mais j'aime beaucoup trop la galéjade et les parodies de films pour ça. Donc venez, accompagnez-moi dans mon vaisseau pour que je vous raconte les meilleurs pastiches de films de conquête spatiale que j'ai très sobrement appelés les zinzins de l'espace. Je vais commencer par un film dont je suis vachement étonnée qu'il soit pas si connu que ça, alors qu'il fait partie pour moi de ces films qui me font me taper sur la cuisse de rire. Comme ça. Ce film, c'est H2G2, le guide du voyageur intergalactique de Garth Jennings, sorti en 2005, inspiré de la série radiophonique puis des livres de Douglas Adams. Alors, premier argument pour vous convaincre de voir ce film, son casting. Rien qu'avec ça, il gagne 10 points directs. Martin Freeman, que vous connaissez peut-être grâce à la série Sherlock ou son rôle de Bilbo Saquet dans Le Hobbit, Zooey Deschanel, que vous avez déjà pu voir dans 500 jours ensemble et dans Yes Man, et bien sûr, le meilleur d'entre nous, Sam Rockwell, qui a joué dans un petit film dont je parle jamais et que j'aime vraiment pas beaucoup, Jojo Rabbit. Je vous ai déjà dit que j'aimais Jojo Rabbit? J'adore Jojo Rabbit, c'est trop bien Jojo Rabbit. Bon, le pitch du film. Arthur a pas une vie très facile. Peut-être dû au fait qu'on lui a détruit sa maison sans sommation. Mais son meilleur ami, Ford, lui refait sa journée en le sauvant de l'extermination de la Terre. Tout simplement. Arthur et Ford se retrouvent à faire les autostoppeurs au travers de la galaxie jusqu'à rejoindre le vaisseau du président Zapod Beeblebrox et de sa copilote humaine, Trillia, ainsi que de leur robot assez dépressif à la voix rogue d'Alan Rickman. Ils vont traverser l'espace pour trouver l'ordinateur qui a la réponse à tout, à l'univers, à la vie et le reste. Ce film est formidable, déjà grâce à son super casting, mais aussi à son univers totalement fou. Garth Jennings, le réalisateur, ne voulait pas un film truffé d'effets spéciaux. Le côté carton-pâte, les costumes des aliens faits à la main, ça lui plaisait beaucoup plus. Et surtout, il pensait que ça reflèterait mieux l'univers créé par l'auteur, Douglas Adams. Adams qui malheureusement n'aura jamais pu voir le film puisqu'il est mort d'une crise cardiaque juste avant le tournage. Mais qu'à cela ne tienne, un bel hommage lui est rendu à la fin du film. Lors d'un saut du générateur à probabilité infinie, le vaisseau du président Zapod, le cœur en or, se transforme en visage de Douglas. Je verrais bien mon visage flotter comme ça dans l'espace si un jour on me rend un hommage posthume. Bon, si tous ces arguments vous ont pas encore convaincu de voir le film, sachez que H2G2 s'ouvre sur une chanson chantée par des dauphins. Voilà. Je vais enchaîner tout de suite avec un film dont j'avais déjà parlé dans mon tout premier ciné-canapé et qui rendait hommage à mon réalisateur préféré. Instant fangirl à l'approche. La meilleure parodie de Star Wars, on la doit à ni plus ni moins que Mel Brooks, avec le génial Spaceballs, ou La folle histoire de l'espace, sorti en 1987. La planète Spaceballs va bientôt manquer d'air. Pour contrer à cela, le très méchant seigneur Casque Noir veut voler l'oxygène de la planète Druidia, mais celle-ci est alors protégée par un champ de force. Il va donc prendre en otage la princesse Vespa pour obliger son père à lever la protection. Le roi Roland va donc devoir faire appel au capitaine Yapsolo et son fidèle homme-chien, Burke, pour sauver la princesse des mains de Casque Noir. Durant leur périple, ils vont s'écraser sur une planète désertique où ils vont rencontrer un étrange petit homme vert, Yaourt, qui leur fera découvrir une force mystérieuse. L'Astuce. Toute ressemblance avec une œuvre existante n'est pas du tout fortuite. Mel Brooks est un expert en parodie déjantée, comme il a déjà pu le montrer dans Dracula, Mort et heureux de l'être, ou mon film préféré de tous les temps, Sacré Robin des Bois. On oublie Skywalker Jr. dans cette version du space opéra légendaire pour laisser place à des personnages surcaricaturés mais à mourir de rire. Et surtout avec des dialogues, mais des dialogues. Je l'ai personnellement toujours vu qu'en français, mais la traduction est vachement bien, surtout pour cette scène. Qu'il passe le désert au pain fin d'un bout à l'autre. Me fait toujours marrer. Et sachez que la voix française de Yaourt n'est autre que celle du vrai Yoda dans les Star Wars, celle de George Lorca. Le terrifiant Casque Noir, aux dimensions plutôt approximatives, est joué par Rick Moranis, que vous avez déjà pu voir dans Chérie j'ai rétréci les gosses ou SOS Fantôme. Mel Brooks joue lui-même le président Esbrouf de la planète Spaceballs, comme il joue en fait quasiment dans tous ses films. Dans le film, les personnages cassent souvent le quatrième mur et commencent à parler aux spectateurs,
ou décident de refaire le film à leur manière. On va du ressort comique de base par la simple boutade, au jeu de mots plus développé où on se dit « Ah ouais, quand même !» jusqu'aux mises en scène où chaque détail de l'image compte. Si vous avez jamais vu de Mel Brooks jusqu'à maintenant, vous avez le droit, hein, je vous jette pas la pierre, je suis juste déçue. C'est le meilleur pour commencer. On reste dans la parodie, bien évidemment, mais d'une autre franchise intergalactique à succès. Vous vous doutez bien que si Star Wars a été parodié, Star Trek n'a pas été laissé de côté. On passe donc à Galaxy Quest de Dean Parisot, sorti en 1999. Pour le coup, on est plus dans la pastiche que dans la parodie. Différence entre pastiche et parodie. La parodie est une imitation caricaturale d'une œuvre, tandis que la pastiche est plus une à la manière de, pour se moquer gentiment. Oui, c'est ça, c'est bien une pastiche. La série Galaxy Quest est une sommité de la série de science-fiction, bien qu'elle se soit arrêtée 20 ans auparavant. Ces acteurs vivent au jour de leur notoriété, enchaînant les conventions et les inaugurations de supermarchés. Mais bon, passer leur journée dans des Paris Games Week, ça va 5 minutes. Leur chef, qui joue dans la série le commandant Taggart, est contacté par d'étranges personnages, qui se trouvaient être des extraterrestres thermiens, venant de la nébuleuse Klaatu. Sur leur planète, ils sont arrivés à capter la série Galaxy Quest, et pensent que ce sont les archives de la Terre. Donc quoi de mieux que de demander à cette équipe de super-héros leur aide pour vaincre leur ennemi, le général Saris. Ouais, mais dans ce cas, on peut pas dire à la vie comme à l'écran, si vous voyez ce que je veux dire. Le concept du film est vraiment intéressant. C'est une mise en abîme d'un groupe d'acteurs comprend ce que leurs personnages reflètent à l'écran. Le film est un mélange de références à Star Trek, mais aussi à Battlestar Galactica, ou encore Lost in Space, une vieille série de science-fiction datant de la moitié des années 60. Alors inspiré, oui, mais pas copié, comme le montre une petite blague qu'a avoué Bill George, le chargé des effets spéciaux du film. Le vaisseau de Galaxy Quest se nomme le NTE 3120 Protector. NTE comme Not the Enterprise. Astucieux, hein. Et on n'a pas encore parlé du casting. Tous les comédiens du film sont tombés morts de rire en lisant le script, et ont donc accepté les rôles. Tim Allen dans le rôle du commandant, Sigourney Weaver en lieutenant au corps sursexualisé, comme ça se faisait pas mal dans certaines des séries de l'époque, Alan Rickman, encore lui, en alien érudit et au flegme british qu'on aime tant, et encore et toujours dans ce genre de parodie, Sam Rockwell, qui joue un fan qui a décidé de s'inclure dans l'équipe, même s'il aurait pas forcément dû. Et puis il y a l'acteur de Monk. J'aime bien Monk. En vrai, je les comprends. On te propose de jouer un rôle qui a des années-lumière de ce que tu fais habituellement. Regardez rien que le gap entre la Sigourney Weaver d'Alien et celle de Galaxy Quest, avec d'autres acteurs exceptionnels, pour parodier un genre télé que tu connais par cœur. Ah, et dernière petite étoile au casting, pour convaincre les fans de The Office, l'acteur de Dwight Schrute y joue un petit rôle d'alien un petit peu zozo. Voilà, c'est cadeau. Allez, on finit avec le dernier film, qui est d'un genre un peu plus particulier. Jusque-là, c'était plutôt des films second voire millième degré, où Gaudriol fuse à tout va. Mais j'aimerais clôturer avec un film qui m'a fait rire, mais plutôt malgré lui. Il s'agit de Flash Gordon de Mike Hodge, sorti en 1980, inspiré du comique éponyme d'Alex Raymond, plus connu en France sous le nom de Guy L'Éclair. Okay. Flash Gordon, c'est ce qu'on peut appeler un nanar, qui, comme le dit si bien Wikipédia, est un film avec tellement de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et comique. Et franchement, c'est kiffant. J'ai pas du tout une culture nanaresque, mais en tout cas j'ai passé un super bon moment devant ce film. Alors déjà, l'histoire. Flash Gordon est une star du football américain. En partageant son avion avec Dale Arden, jolie jeune femme, il ne s'attendait pas à devoir s'écraser en urgence dans le laboratoire du docteur Zarkov, qui les prend en otage dans sa fusée. Alors oui, ça va vite. Ça va très vite même. Ils se rendent sur la planète de Ming, un grand méchant alien qui s'amuse à détruire la Terre en y lançant des catastrophes naturelles. Aidé par la fille de ce dernier, la princesse Aura, Flash Gordon va tenter de sauver la Terre et les peuples asservis par le méchant Ming. Le meilleur mot pour résumer ce film est simple et efficace. Le kitsch. Du kitsch à tout va, hein. Des décors surchargés, des costumes brillants et scintillants, des effets spéciaux légèrement à côté de la plaque. C'est ce qui fait le charme de ce film. Notez que cette version de Flash Gordon est sortie en 1980, soit seulement 3 ans après le premier épisode de Star Wars. Et en comparaison des effets spéciaux de celui-ci, on se rapproche plus du projet étudiant en carton-pâte. Bah, j'exagère, et en vrai, comme je l'ai dit, ça rapporte un certain cachet. Et c'est dommage parce que le film révèle quand même de sacrés grands noms, comme Max von Sydow, le prêtre de l'exorciste, qui joue ici le grand méchant Ming, qui devait porter un costume de quand même 35 kilos. C'est comme si le mec il devait porter un berger allemand de taille adulte quotidiennement sur les épaules. Oui, excusez-moi, on fait les comparaisons qu'on peut. Enfin, qu'on veut. Bon, ok,
C'est quoi le gros point positif du film, en vrai, me demanderez-vous? Eh bien, je parierais sur sa bande originale, qui est signée par ni plus ni moins que le groupe Queen. Flash Gordon est même un des premiers films à gros budget, 35 millions de dollars, quand même, à avoir une BO signée par un groupe de rock. Et rien que pour ses musiques, ça vaut le coup d'œil. Ok, c'est un nanar, ok, les effets spéciaux sont vraiment pas fous à certains, voire beaucoup de moments, mais ça fait un bon film à regarder un dimanche après-midi quand vous avez rien d'autre à faire. Alors, prêt à partir dans les étoiles et au-delà? Bon, restez ici encore pour l'instant, parce que maintenant on passe au film complémentaire. Dans l'idée de la troupe d'H2G2, je vous conseille, même si je pense que vous l'avez déjà vu, le très excellent Gardien de la Galaxie de James Gunn. Peter Quill a volé une étrange orbe, que beaucoup de personnes convoitent. Il va s'entourer d'une équipe de bras cassés bien rigolos, mais costauds, pour vaincre son ennemi. C'est personnellement mon Marvel préféré et j'écoute la BO en boucle. Voilà, c'est mon argument. Si le Spaceballs de Mel Brooks vous a fait marrer, allons encore plus loin dans la parodie avec Space Movie de Michael Herbig. Ce film est un mélange de parodies plus ou moins astucieuses du 5e élément, Minority Report, Star Wars, Star Trek et même Cyrano de Bergerac. Comme quoi, aller plus loin, toujours plus loin, ça passe ou ça casse. Si la pastiche de Galaxy Quest t'a paru sympa, on va dans un tout autre genre avec Star Crash, un nanar d'une autre dimension signé par Luigi Cosi. Il est sorti à peine 1 an après Star Wars et on part sur un nanar level expert. Mais il y a David Hasselhoff dedans, donc c'est rigolo. Enfin... ouais. Et pour continuer dans la nanaritude de Flash Gordon, je vous conseille Rock Aliens de James Fargo. C'est le coin du bis qui me l'a conseillé. Et en effet, ces aliens fans de rock ont l'air d'avoir un certain mordant. J'espère que cette vidéo vous a permis de rajouter moult pépites à votre liste de films à voir. Si vous avez des exemples de space movie complètement zinzin, à fond dans le second degré et un peu kitschouille, on aime bien ça, on va pas se mentir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me donner un petit coup de main, vous pouvez aller faire un tour sur mon Tipeee. Une aide est toujours la bienvenue et ainsi je pourrai continuer à vous conseiller des films au thème toujours... je sais pas où je vais les chercher parfois. Vraiment, Dans tous les cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, mettez le petit pouce et on se dit à bientôt.